Cette vidéo, les amis, n'est ni un cri émotionnel, ni un plaidoyer communautaire. Elle part d'un constat simple. Le deux poids, deux mesures appliquées à l'islam ne provoque plus seulement la colère des musulmans, mais il exaspère désormais une part croissante de la population qui n'est ni dupe ni ignorante. Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Merci de me rejoindre aujourd'hui, les amis. Avant de commencer, avant que j'oublie, parce que ça déconne des fois, tu vois. Je vous souhaite déjà à tous et à toutes un joyeux Noël, en tout cas, à ceux qui fêtent Noël et à ceux qui ne fêtent pas Noël. Je vous souhaite quand même à tous et à toutes un très bon et beau joyeux Noël. Shai Ross, artiste juif, antisioniste, issu d'une famille ashkénaze, prend la parole à l'occasion de Hanouka pour dénoncer la colonisation israélienne et rappeler une évidence volontairement étouffée. Le sionisme politique n'est pas le judaïsme. Bonjour Nouvelle Aube, je m'appelle Shai Ross, je suis artiste, engagée, militante antisioniste. Pourtant, je suis née juive et je descends d'une famille ashkénaze. En Palestine, en Cisjordanie, au Liban et en Syrie, les populations souffrent parce que la colonisation fait rage. Donc ma première pensée en ces fêtes juives de Hanouka, c'est de penser à toutes ces populations qui sont opprimées. Il faut donner de la voix et preuve en est aujourd'hui, on me laisse le champ de m'expliquer sur le média Nouvelle Aube que j'aime beaucoup et que je suis intensément. Le deuxième message que j'ai à passer s'adresse aux juives et aux juifs. Rentrez dans les rangs, faites preuve d'humanité. Pendant ces 8 jours de fête, nous nous devons de demander pardon à Hachem, en l'occurrence, Dieu ou Allah, et nous nous devons de protéger et de faire toutes les choses pour embellir la vie des autres et donner de la joie dans nos cœurs et le cœur de nos frères et sœurs du monde entier. Les musulmans, les arabes sont nos frères et nos sœurs et à ce titre, je vous demanderai en tant que juive de contrer la propagande et l'idéologie sioniste politique qui n'a rien à voir avec le judaïsme et qui malheureusement reprend les codes d'un certain personnage furieux pendant la Seconde Guerre mondiale. Son message est clair, posé et assumé. Elle rappelle les souffrances infligées aux populations palestiniennes, mais aussi au Liban et en Syrie. Elle rappelle les Juifs à faire preuve d'humanité. Elle invite à contrer la propagande et l'idéologie sioniste qu'elle compare à des logiques déjà vues au XXe siècle. Elle affirme que les musulmans et les arabes sont des frères et sœurs et que le judaïsme, lorsqu'il est fidèle à ses valeurs spirituelles, est un salut pour l'humanité. Selon le directeur général de l'OMS, 1092, ici en Belgique on dit 1092, 1092 patients sont morts entre juillet 2024 et le 28 novembre 2025, en attendant une évacuation médicale depuis Gaza. Un chiffre qualifié de probablement sous-évalué. Depuis octobre 2023, plus de 10 600 patients ont été évacués, dont 5 600 enfants nécessitant des soins intensifs. Le CFCM dénonce la radiation des soignantes musulmanes, ou supposées comme telles, pour le port d'une simple charlotte, assimilée par leur hiérarchie à un signe religieux par destination. Tout ce qu'une femme arabe ou musulmane met sur la tête est immédiatement suspect, critiqué, politisé même. Voile, foulard, bandeau, lunettes, bonnet, écharpe, boucle d'oreille, tout ce que tu veux. Et désormais, maintenant, on parle même le charlotte médical. En fait, on ne juge plus l'objet, ni même la fonction de l'objet, ni le contexte professionnel. On juge une identité projetée. Une tête arabe ou musulmane n'a plus le droit d'être neutre. Elle devient, par principe, un problème. Déclaration, les amis, sans ambiguïté de Netanyahu. Reconnaître un État palestinien serait, selon lui, récompenser le terreau.
En fait, il s'agit d'un refus catégorique. Bon, ça on le sait déjà. Toute solution politique, il a écarté. Il assume publiquement, tout en bénéficiant d'un soutien occidental massif, diplomatique et surtout militaire. Ces soutiens tacites et assumés démontrent par les faits que l'Europe, malgré ses discours, ne veut pas davantage d'un État palestinien. Sinon, la question que je pose, pourquoi continuer à soutenir, y compris militairement, un dirigeant qui proclame ouvertement son opposition à un État palestinien? Le chancelier allemand Friedrich Merz affirme que sans le soutien militaire allemand, l'État d'Israël n'existerait plus. Cette déclaration, loin d'être un acte de force, est une humiliation politique. En tout cas, moi, je le prends comme ça. Parce qu'elle rappelle qu'Israël ne survit que par la volonté d'autres nations, principalement les États-Unis et l'Allemagne, prisonnières d'une dette morale et historique. Sans ce soutien inconditionnel, une solution politique à deux États ou toute autre solution aurait été imposée depuis très longtemps. Selon Aymeric Caron, Blanche Gardin serait aujourd'hui entravée professionnellement après des prises de position pro-Gaza. Mais c'est même pas selon lui, c'est une réalité. Le terme employé, il est très lourd. Macartisme. Macartisme néo-sioniste. Le message envoyé au monde culturel est clair. Certaines opinions coûtent une carrière. La question mérite pourtant d'être posée sans détour. Cette artiste blanche aurait-elle été blacklistée si elle avait loué Israël au lieu de défendre la cause palestinienne? Pour ma part, je la soutiens pleinement. Un Coran criblé de balles accroché à une mosquée. Le geste est symbolique, elle est même, je dirais, calculée. L'objectif ici n'est pas la foi, il ne vise pas la foi, mais il vise une réaction. Tout est fait pour provoquer le monde arabe et pour provoquer les musulmans. Tout est fait pour provoquer une réponse des Arabes et des musulmans afin de pouvoir ensuite le brandir comme une preuve, alimenter un récit sécuritaire et valider une propagande déjà décrite d'avance. Réagir violemment, les amis, serait tomber dans le piège. L'enquête Israel File révèle des pressions directes sur des institutions européennes pour freiner le mouvement BDS. Les journaux européens viennent de dévoiler, sur base de documents israéliens, qu'Israël pilote ce que les journalistes appellent une véritable machine de guerre pour influencer des cabinets de ministres, des tribunaux dans différents pays européens. C'est une ingérence directe dans nos sociétés par un État tiers. Et je me pose la question, ce qui en est au niveau du Parlement européen, parce que j'ai lu qu'Israël aurait essayé d'organiser des poursuites judiciaires contre une députée européenne. Je sais que des organisations alignées sur le gouvernement israélien organisent des voyages sponsorisés pour des députés et évidemment certains députés utilisent des sources fournies par des organisations aussi alignées sur Tel Aviv. Nous avons eu 2 rapports spéciaux sur l'ingérence étrangère. On a parlé beaucoup Russie, Chine, Iran, mais jamais d'Israël, donc ça me semble un peu bizarre. Maintenant que nous savons qu'il y a une stratégie délibérée d'Israël, on ne peut plus fermer nos yeux. Pourquoi le halal est-il présenté comme un danger politique quand le cash-out ne l'est jamais? En quoi le halal serait une norme religieuse qui exclut et pas la cache-route? Parce que, comme je vous l'ai expliqué, l'objectif, il est de se déployer dans l'espace, de s'imposer dans l'espace. Il y a une volonté prosélyte. De convertir. Bon, voilà, c'est ça. Donc, ceux qui ne sont pas, ceux qui n'adoptent pas le halal et qui sont musulmans sont qualifiés de mauvais musulmans. Mais la différence mise en avant n'est donc ni religieuse ni sanitaire, mais plutôt idéologique. Le halal est interprété comme une pression communautaire et une volonté d'occupation de l'espace public, là où le kasher-out reste perçu comme une pratique privée. En fait, c'est ce glissement qui explique la politisation permanente du halal.
Émeric Caron annonce porter plainte contre Arthur pour harcèlement, injure et diffamation. Alors le top du harcèlement te concernant, c'est Jacques Esbag alias Arthur. Hein. Arthur, par exemple, il a 4 à 5 millions de followers, tout réseau confondu. Et je constate, lorsqu'il publie, parce qu'il a fait d'autres choses, déjà depuis un an, il a aussi relayé des vidéos, notamment qui avaient été créées par Didi Force. Didi Force, tu sais, c'est cette fameuse... C'est la milice. C'est la milice. La milice franco-israélienne, absolument. Qui a été créée avec un ministère israélien pour défendre l'armée israélienne dans le génocide qu'elle commet à Gaza. Et milice que soutient donc Arthur. Puisqu'il s'est rendu déjà à des événements, puis il relaie les vidéos de cette. Donc, faut quand même le dire, quoi. Tu vois, c'est pas, c'est pas des accusations en l'air comme ça. Donc, c'est sur des éléments très précis, moi, quand je dis qu'Arthur est mêlé à la propagande pro-israélienne qui défend en réalité les actions d'Israël à Gaza en ce moment et en Cisjordanie. Bon, il a déjà relayé des vidéos diffamatoires en encourageant en plus les gens à les faire tourner. Et j'ai à chaque fois constaté qu'il s'en suivait, dans la rue directement, ou sur les réseaux, une recrudescence des insultes ou des menaces. Bon. Donc, il participe très clairement à mon harcèlement avec d'autres personnes, et il se trouve que ça touche aussi ma famille. Et donc Arthur lui participe à ça. Donc non, on peut plus rire parce que ça a des conséquences bien trop graves. Et je te le dis, c'est une annonce, même si je l'ai déjà fait comprendre à Arthur, puisqu'on a eu plusieurs échanges sur les réseaux le week-end dernier. Là, je vais porter plainte contre lui. Ah oui, formellement. Cette chronique, les amis, repose sur une stratégie très claire. Délégitimer Amnesty International, l'ONU et toute expertise indépendante dès lors qu'elle documente les actes d'Israël. Plus de 2 ans après les massacres du 7 octobre, Amnesty International les a enfin qualifiés de crimes contre l'humanité. L'occasion de crier Alléluia, Mabrouk ou Mazel Tov pour ceux qui voient dans cette reconnaissance tardive une raison de louer l'objectivité retrouvée de l'ONG, quand d'autres soulignent le parti pris qui consiste à faire preuve d'une pudeur de gazelle d'un côté et à afficher un enthousiasme galopant pour accuser Israël de commettre un génocide de l'autre. Personnellement, je ne vois aucune raison de se réjouir ni de s'alarmer, mollo mollo, mais plutôt l'occasion d'arrêter de faire semblant de croire que les ONG, la rapporteure très spéciale au territoire palestinien à l'ONU ou n'importe quel individu ayant un avis sur le sujet seraient légitimes pour juger ou dire le droit sur les actes commis par le Hamas ou par l'armée israélienne. Ça ne retire pas leur droit, ni celui de ma boulangère, à avoir un avis, mais cela ne nous oblige pas à considérer qu'il serait obligatoirement objectif ou qu'il pourrait se substituer à la justice internationale qui est la seule légitime à dire le droit, justement. Et pourtant, Dieu sait si j'aime ma boulangère. En invoquant une justice internationale qu'elle sait bloquer, Sophia Aram fabrique une impasse. Tant qu'il n'y a pas de verdict, tout devient intouchable. Ce n'est pas de la prudence, mais une mise sous cloche de toute critique parfaitement alignée avec le récit pro-israélien dominant. Ces propos ont été repris et amplifiés par Elisabeth Lévy, qui utilise le conditionnel pour évoquer l'existence d'infirmiers en Australie refusant de soigner des juifs. J'apprends dans un article à l'Index a publié sur le site de Causeur, par exemple, qu'il y a en Australie des infirmiers qui ont déclaré publiquement qu'ils ne soigneraient pas de juifs, qu'il y a des imams qui traitent les juifs de porcs, de traîtres, de singes, de tout ce que vous voulez, qu'ils ne sont pas poursuivis, qu'une synagogue a brûlé, qu'il y a eu 500 incidents antisémites cette année, 1000 l'année précédente, donc après le 7 octobre. Lorsqu'une journaliste s'adresse au grand public en étant elle-même pas sûre des faits, l'objectif n'est plus d'informer, mais de suggérer, d'installer une peur et d'alimenter un récit purement idéologique. Cette mise en récit pose un problème clair. Aucune source solide, aucun fait établi, aucune enquête sérieuse ne vient étayer une accusation pourtant extrêmement grave. Le conditionnel n'est pas ici une précaution, mais un moyen de lancer une accusation sans assumer la preuve. Allez, retourne au bar, toi. L'islam n'est pas hostile, les amis. Je l'affirme. Ce sont les discours et politiques qui le traitent comme tel, qui sont, eux, hostiles à l'islam. C'est bon, l'eau. Faut boire, il n'y en aura plus bientôt. Je dis connais la ref.
Les agressions contre les Juifs à l'étranger sont condamnables sans ambiguïté, je le dis haut et fort. Mais ignorer le contexte international et la responsabilité des dirigeants israéliens dans l'exportation des tensions est une faute d'analyse. La violence, où qu'elle se produise, sert toujours ceux qui cherchent à nourrir un récit de persécution permanente. Elle devient alors un outil politique, utilisé pour disqualifier toute critique et consolider une posture victimaire. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ces vidéos autant que j'ai pris plaisir à la faire pour vous. La vidéo est maintenant terminée. Je commence et je termine. Mais la discussion continue dans les commentaires les amis. On me laisse des pouces, on met des commentaires et on s'abonne à la chaîne si le contenu vous plaît. Moi, je vous dis, on se revoit d'ici quelques jours. Et une fois de plus, joyeux Noël à tout le monde. Je vous retrouve d'ici quelques jours avant la nouvelle année, les amis. Je vous promets de revenir. Paix sur vous.